sera la vérité absolue. Juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources sur le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu.
crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Religious Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, bonjour et bienvenue dans le Juste Bistrot. Ça y est, c'est l'heure. On y est les amis, 16h48 pour un marathon.
le marathon du milieu. Voilà, si je veux dire, le juste marathon, vous le foutez dans l'ordre que vous voulez. On va se régaler ce soir avec ce juste bistrot pour l'échauffement, qui va être un immense coup de gueule, un immense instant grognon, je vous le dis tout de suite. Et après, j'aurai la chance et l'honneur d'être l'invité du camarade Pierre-Yves Rougeron sur le cercle Aristote. Ça va envoyer de la punchline. Ça va envoyer de la blague, ça va envoyer de la rigolade. Je vous le dis tout de suite, c'est le projet de l'émission, ce sera à 19h, juste le temps de changer les pneus, faire un coup de frais, et on sera reparti. On sera reparti les amis, quasiment, voilà. Ça va faire quoi? Ça va faire 4 heures de direct en tout. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou, les amis. Avant demain de prendre la route de Lyon pour le spectacle Zinzin, on va s'éclater au théâtre à l'ouest de Dessines. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ça va être que du bonheur, les copains. Donc, on est là, on est ensemble, on va papoter beaucoup de choses à se dire. J'ai plein de choses. Alors, évidemment, grosse séquence aujourd'hui sur cette ordure de Daniel Cohn-Bendit. Hein, mais ce qui en dit long sur beaucoup de choses. On va prendre le temps de décortiquer tout ça. Et puis après, on va revenir sur Marine Le Pen. On suit le dossier un peu jour après jour, tu vois. Regarde, un peu, on suit ça un peu en temps réel parce que à la fois les choses n'avancent pas, mais à la fois on a eu quand même des éléments très intéressants dans le Parisien ce matin et je voulais revenir avec vous là-dessus. Et des éléments, je trouve, qui en disent long et curieusement qui n'ont pas été relevés par les fans les plus aveugles du Rassemblement national. Donc bon, voilà, on choisit bien ce qu'on veut, hein, c'est normal. Hein. C'est pour ça que je vais vous en parler. Donc voilà un petit peu les copains, le menu du jour qui vous attend. Est-ce que vous, ça va avant toute chose? Voilà, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ça va, ça vous fait, est-ce que vous êtes détendu? Voilà, c'est surtout ça le plus important. Est-ce que vous êtes dans la détente, dans la connexion à la terre, le rapport aux animaux? Est-ce que vous pensez tilleul? C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est très important. C'est très important. Voilà, Marie Ruby 05 qui dit juste bien. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, salut à tous, les amis. Il y a Brigitte 351 Carré. Il y a Selzer. Il y a Stratus 13. Il y a Bayard 92. Il y a Steph C qui dit ça va, pas vraiment détendu. T'inquiète, ça va venir. Fais confiance à ton pangolin. Il y a Tech de Nomade qui dit salut à tous et toutes. Salut Rémi, première fois sur ton stream. Merci pour ton taf. Merci camarade. Merci à toi. Bienvenue dans la grande famille du Juste Bistrot. Ngrim Van Hortman qui nous dit mon rapport avec les animaux se fait à coups de fourchette. Ça, c'est pas mal. Voilà, les amis, on est ensemble. Contente de pouvoir écouter le live, nous dit Steph C. Voilà, Rick Stasi qui dit j'ai visité une école stylée mais chère pour faire monteur-réalisateur. Est-ce que je fais un gros prêt à la banque? Mais démerde-toi, qu'est-ce que tu veux que je te lise? J'en ai aucune idée, moi. Est-ce que je suis de bons conseils? Franchement, ne me demande pas à moi. Si c'est ce que tu as envie de faire, fonce. Ah, le bonheur t'attend. Oh putain, je suis pas parolier de Zaz, moi, un peu. Et voilà. Regarde, il y a Lab 17, il nous dit quoi? Il nous dit salut Rémi, salut tout le monde, demain c'est le carnaval étudiant à Caen, ça va être le gros bordel et la grosse stuff. Ah magnifique, ça c'est le bonheur, voilà, ça fait plaisir. Merci à Kaiser 1 Soz qui vient d'offrir 2 subs à Mustang 06700 et Lemniscat, merci les amis, ça c'est la générosité, ça c'est la gauche, voilà. Alors, Roma83R qui nous dit c'est intéressant, on rentre dans le sujet. Écoute les avis de Régis de Castelnau et François Asselineau sur le jugement de Marine Le Pen. Impressionnant les divergences d'interprétation. En tout cas, ça confirme que tu es un pro Asselineau. Oh, putain, il veut me chauffer les oreilles direct, lui. Non, j'ai pas écouté encore. Je vous avoue, j'essaie de suivre un petit peu ce qui se dit ailleurs. Mais sur des sujets chauds comme ça, je préfère être sur ma grille de lecture. Comme ça, je suis pas biaisé et je regarde ce que disent les autres après. Voilà. Au moins, je suis au courant, mais on est peinard. Vivi Lulu 68 qui dit nous on mange du crumble. Putain, ça fait plaisir. Ah, j'ai mangé un vilain reste de salade de pâtes à midi. Je vais être agressif aujourd'hui. Je vais avoir faim, je vous le dis tout de suite. Hein. Je me suis affamé expressément pour l'émission avec l'ami Pierre-Yves ce soir. Ça va chier des bulles carrées, mais comme s'il en pleuvait. Donc là, j'ai même pas préparé une phrase. Ça va venir comme ça, à la confiance. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça va être de l'huile essentielle. On va se régaler. Mais c'est vrai que j'ai faim, du coup. Donc, tu vois, voilà. Mathias EcoWeb, il nous dit gâteau chocolat maison. Ben oui, mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi vous parlez de ça, en fait? Pourquoi? Hein, Tomic 302, je prépare un cheesecake pendant ton live.
Voilà. Vous parlez à un homme affamé. Vous croyez que c'est une bonne idée de me parler de nourriture, là? Arrêtez quand même. Parce que... Et voilà, Nati Mimo 47 a dit ce soir, omelette girole, gratin dauphinois. Non mais je vais... Ben voilà, vous m'avez poussé, je suis désolé. C'est une menace, mais prenez-la au sérieux, parce que moi je suis très sérieux. Je suis incontrôlable, le ventre vide. Donc attention quand même. Hein, je rigole pas trop avec ces histoires-là de viande et compagnie. Voilà, hein. Voilà, voilà, hein. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, faut être conscient de la responsabilité quand même qui pèse sur vous, les amis. C'est important. Ah, mais voilà, Victor Macno, rôti de porc en sauce accompagné de pommes de terre au four. Non, 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 bah non. En plus, rôti de porc, je suis pas un dingue. Ah, tu vois, si on va sur les gros débats, de toute façon, ce soir, si on parle rôti de porc et Code Bandit, franchement, la diff sera pas évidente. Non, non, le rôti de porc, c'est pas mon truc. Ah non, c'est pas mon préféré. Ah, globalement, la viande de porc, je suis pas comme un dingue, tu vois. Le travers, pourquoi pas, on est pas mal. Un rôti de porc, non, c'est un peu sec parfois. Oh, oh. Poulet, c'est bien. Bœuf, numéro un, indétrônable. Tu peux bricoler de l'agneau, c'est délicieux. Je crois qu'on le met en deux. Oh non, en rôti de porc, tu vois, on le mange volontiers, il n'y a pas de problème, mais ah ouais, non. Euh, ouais, je sais pas. Non, ma pièce de bœuf préférée, c'est le. Comment ça s'appelle? Pas l'onglet, mais. Merde, voilà, j'en perds mes mots. Dans les pièces de bœuf, là, t'as un truc qui est un peu long, là. Tu sais, ça fait un peu, pas effiloché, mais c'est un peu plus détendax, là. Non, pas le paleron. Ça, le paleron, c'est très bon pour le bœuf bourguignon, évidemment. L'araignée. C'est ça, c'est l'araignée de bœuf, vous mettez le doute. C'est mon morceau préféré, ça. Attends, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Ouais, voilà, c'est ça. L'araignée de bœuf. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Ou la hampe aussi. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la hampe et l'araignée? Là, par contre, je pose des questions. Là, je pose les vraies questions. Donc, on va regarder sur laviande.fr. Voilà. On va commencer cette émission comme ça. Ceux qui sont venus pour avoir une analyse de Marine Le Pen, l'Ukraine et tout, vous attendez 5 minutes. Parce que là, on parle viande. Donc, l'araignée. Voilà. Donc, prenez des notes, s'il vous plaît. L'araignée est un muscle interne, celui qui tapisse l'intérieur du trou d'articulation de l'os de la hanche des bovins. C'est un muscle très plat et d'aspect particulier. La membrane qui le recouvre est sillonnée de nervures. C'est ça, c'est nervuré le thème. Le terme que j'aurais dû dire. Ça le fait ressembler à une toile d'araignée. Voilà. Ils ne se sont pas fait chier sur le nom. Voilà. Et par contre, la hampe, voilà. La hampe, c'est où? C'est là. La hampe et l'onglet, on quitte la cuisse. Voilà. La hampe est le bourrelet de muscles qui soude le diaphragme de l'animal à ses côtes. Voilà. Alors là, c'est vrai que là, les végétariens en sueur. C'est vrai que dans l'équipe Juste Milieu, il y a de tout. Là, le vegan qui arrive sur l'émission, il se dit, tiens, je vais peut-être pas rester longtemps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais non, j'aime la viande. J'aime le veau. Le veau aussi, j'aime le veau. J'aime les endives aussi, hein. Mais en fait, globalement, j'aime tout. La dernière fois, j'ai cuisiné des endives rôties. Alors, je donne la recette, tiens. Allez. Après, on parlera actualité. Et oh, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Parce qu'après, je suis en direct à 19h et tout. Je n'arrête pas. Donc, c'est mon moment. Je fais ce que je veux. Si je veux parler 1 heure nourriture, je parlerai 1 heure nourriture. Donc, on a parlé viande de bœuf. On est chez Juste Milieu. Je vais donner une recette végane. Enfin, végétarienne. Parce qu'il y a du miel dedans. Donc, ils vont nous emmerder, les carencés. Bon, elle est végétarienne, la recette. Vous bouffez du miel ou vous bouffez pas du miel, les véganes? Entendez-vous là-dessus. Bon. Vos endives, vous les prenez. Belles endives, des belles endives, on est bien. Tu me coupes le cul de l'endive. C'est la partie où tu as le truc un peu sec. Bon. Tu me coupes ça. Si ton endive, elle est un peu solide, elle est bien, tu la coupes en deux dans la longueur. Ok. Dans une poêle chaude, tu fais fondre du beurre avec un petit peu d'huile d'olive. Tu saisis tes endives des deux côtés, que ce soit un petit peu caramélisé. Réaction de Maillard, si on a des physiciens dans le secteur.
tu me le saisis un petit peu. Ensuite, tu poivres, tu mets un peu de... Moi, j'ai mis un peu de cannelle, c'est pas mal. Tu mets un peu de sel, un peu de piment, un peu de paprika, tu me pimpes un peu ça. Comme on dit à Top Chef, tu mets un kick. Faut qu'il y ait du kick dans le goût. Tu me kicks un peu tout ça avec des épices, tu mouilles tes endives. C'est-à-dire, tu mets de l'eau dans ta poêle. Tu mets environ 10 centilitres si tu as 2 endives coupées dans la longueur, ce qui nous amène à 4 bouts. D'accord ? 10 centilitres, ça suffira amplement. Ça va te faire un petit jus un peu sympa. Tu mets à feu moyen à ce moment-là. Au départ, feu fort, après feu moyen. Tu penches ta poêle, tu vas avec tes cuillères, tu mouilles un peu tes endives. Comme ça, pour que le jus il aille un petit peu de partout, c'est sympatoche. Une fois que tout le jus s'est évaporé, ok, tu remets un peu de beurre, tu repasses à feu fort, et là, tu vas délicatement poser du miel dans ta poêle. Une cuillère à café. Une généreuse cuillère à café. D'accord ? Ça va caraméliser tes endives. Sur ce fait, tu me sors l'endive, tu me fous ça dans une assiette réservée, on dit en cuisine pour les termes un petit peu techniques. Et après, tu le bouffes. Voilà. Tu réserves, tu sers, tu manges. Terminé. Donc, voilà, c'est très important. Très important, les amis. Cette recette végétarienne, ça fait plaisir, c'est du bonheur. Et c'est des légumes. C'est bien de manger des légumes. 5 fruits et légumes par jour. On n'oublie pas. Hein. Déjà, dans le gouvernement, ils en ont un. Ils ont François Bayrou, intellectuellement. Ils ont déjà un légume. Donc, c'est déjà bien. Donc, ça, c'est important. Voilà. C'est un accompagnement. Évidemment, vous me servez ça avec autre chose. Le poulet, ça va bien. Un petit poulet à la crème. Là. Poulet à la crème champignon. Paf, tu me le fais avec ces endives. On est bien. Ça bricole. Voilà. C'est la recette de la semaine. C'est l'endive rôtie. C'est la juste endive. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir, c'est bon et ça mange des légumes. Et voilà, et ça fait plaisir. Faut faire attention. Attention à la ligne. Sinon, on devient comme moi. On n'est pas content. Donc voilà, les amis. Pour ce point cuisine, on va pas faire. Alors attends, il y a Setzer qui me pose des questions, qui dit t'aimes le lapin, Rémi? Enfin, juste mis au Twitch. Ouais, un petit peu. J'ai 2 identités. Je suis une sorte de Batman de l'actualité, finalement. J'aime le lapin, j'aime. Bon, j'aimouille. C'est moyennasse. Oh, ça va, mais c'est pas. Je m'enlève pas la nuit, tu vois. Je m'en relève pas la nuit. Non, je dis un bœuf, agneau, veau, poulet, biche, sanglier. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, si, ça c'est bien. C'est très très bien. Très bonne vanne de Twitch dans le chat qui nous dit la fameuse endive Warhol. Endive Warhol, voilà, par rapport à l'artiste. C'est. Ah, je le savais, on a le public qu'on mérite, je le savais, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des rappels, quoi. C'est de savoir ce que je fais là, si tant est que j'oubliasse par moment. Non, mais c'est bien, les amis. Et ils sont complètement fous. Le riz de veau, j'ai jamais goûté, nous dit Dimcop, jamais goûté le riz de veau. Peut-être, il paraît que c'est très bon. Voilà, Phil, entre autres, voilà, qui soulève le vrai sujet, ça c'est bien, qui dit... le poulpe, et surtout le poulpe. Tu vois, je salive. Ah ouais, le poulpe. Aïe. Ah là là. Le poulpe, c'est mon péché mignon. Franchement, le poulpe. Ah ouais. Mais sous toutes ses formes. Hein. Tartare, au barbecue, curry vert de poulpe. J'ai vu cette recette, faut que je m'en occupe de ça. Hein. Ah là 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 là. J'ai mangé, alors je fais une pub parce que moi, je vous l'ai dit, de toute façon, c'est la loi de l'estomac. Hein. Je veux dire, quand l'estomac est satisfait, je deviens une véritable prostituée numérique. Hein. Je fais vraiment, moi, placement de produits, j'en ai rien à foutre, sauf si c'est de la nourriture. Demain, il y a une entreprise de charcuterie, conserverie qui me dit vous parlez de notre entreprise dans tous les épisodes de La Farce Tranquille, on vous couvre de boîtes de pâté, je le fais. Hein. J'arrête La Farce Tranquille, je ne fais plus que ça. Hein. Donc, faut être conscient de ça. Donc là, l'estomac est content. Donc, je vais faire la pub au restaurant chez Lulu à Narbonne.
Tu vois, rien que d'en parler. C'est extraordinaire. C'est l'un des meilleurs restos où j'ai mangé dans ma vie. C'est cuisiné, c'est du très très haut niveau. T'es dans une ambiance à la bonne franquette. Tu te régales. Toute l'équipe est sympatoche. Le chef Lulu qu'on embrasse est un homme en or. C'est formidable. Il y a une super ambiance. Et là-bas, j'ai mangé un poulpe. Attends, je vais te montrer la photo. Regarde. Il y a même quelqu'un qui en a mis une vidéo sur Google. Regarde-moi ça. Regarde. Oh, voilà. Ah, c'est ça que j'ai mangé, je m'en rappelle. Regarde, l'ambiance, elle est pas sympatoche, là. On est pas bien, là. Regarde. Regarde-moi ce poulpe. Ce poulpe, comme ça, un peu saisi, façon taille. Oh là 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 là. Oh, j'arrête cette émission. Je n'ai pas la force. Je n'ai plus la force. Quelle idée m'a pris de regarder ce genre de choses. Oh là là. Ah, j'arrête. Non, mais j'arrête. Dire Marine Le Pen qu'elle aille se faire cuire le cul. Non, mais tant qu'on a du poulpe sur cette terre, moi j'en ai plus rien à foutre du reste. Oh là là là. Oh ouais, non mais. Oh, ouais, ouais. Ah, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Macron, je sais pas quoi, là. Tous des pompes à vélo, on s'en fout. Putain. Pourquoi on parle pas nourriture tout le temps? Putain. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il y en a marre. Non. Ouais, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Il y a Draculos qui dit t'es un hobbit, en fait, tu peux être corrompu que par la bouffe. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Mais ça, c'est complètement vrai. Alors, on va enchaîner quand même, parce que je peux pas faire ça, puis on n'est même pas vendredi. Euh, mais quand même, voilà, vous savez ce que j'en pense. Alors, les amis, on va attaquer avec l'actualité. On est quand même là pour ça, hein, faut pas déconner, les copains. On va parler de l'actualité. Alors évidemment, le sujet chaud en ce moment, c'est Marine Le Pen. On va y venir. D'autant que j'ai vu de nouvelles infos que je trouvais intéressantes, qui n'ont pas franchement été relayées, étonnamment. Hein. Mais d'abord, vous le savez, j'aime parfois vous infliger du mal. J'aime parfois vous faire du mal. Non, mais je le dis. Il y a un rapport un peu SM entre nous. Euh, et le mal que je vais vous infliger aujourd'hui porte un nom, Sarkozy. Il porte un prénom, et ça n'est pas Nicolas. Ouais. Louis Sarkozy, le fiston. Le fiston. Merci à Magnolou pour le sub 4e mois, merci beaucoup. Le fiston Sarko. Alors, bon, déjà, sur le papier, on sait que la France a tout d'une république bananière, mais si jamais on oublie, on nous redonne de nouveaux exemples au cas où. Louis Sarkozy est devenu chroniqueur régulier sur LCI, chaîne détenue par son parrain. Voilà, donc ça. Voilà, même pas je fais la blague par rapport au film. Voilà, trop facile. Ah non, j'essaie d'élever mon humour à un niveau voilà, assez haut, ou en tout cas pas aussi bas. Donc voilà, hein, voilà, déjà, tu as le contexte. Et donc, il officie sur la chaîne de son parrain, Martin Bouygues, hein, le bien nommé. Et LCI, non seulement se trouve dans cette situation de conflit d'intérêts, mais en plus, ils n'ont pas trouvé meilleure idée de demander l'avis de Louis Sarkozy sur la condamnation de son père. Et là, tu te dis, allez voir en Corée du Nord si c'est pire. Question, les juges ne sont-ils animés que par la volonté de la manifestation de la vérité ? Ou bien peuvent-ils, au contraire, parfois avoir des motivations politiques, Louis Sarkozy ? Écoutez, monsieur Doucan, je ne vais pas prétendre une objectivité sur ce sujet que je n'ai pas. Et il est vrai que par l'émotion qui m'anime, je suis incapable de commenter ce sujet avec une prétention d'objectivité qui n'aurait même pas lieu d'être. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire croire à vos téléspectateurs que j'ai aussi une expertise judiciaire qui n'est pas la mienne. Je ne suis ni avocat, ni juge, ni magistrat. Et je suis aussi parfaitement au courant que ce que je dis sur ce sujet, dans la sphère publique, risque d'être interprété de 1000 façons différentes, alors même que le procès est en cours. Et donc, pour ces raisons, je ressens la responsabilité de céder ce débat et de le laisser aux autres, plus experts,
ou plus objectif. Mais, je dirais ceci. Je sais, avec toute la certitude du monde, que mon père est innocent. Du miel. Du miel. Non mais vraiment, on aime tout. On aime tout dans cette séquence. On aime tout. C'est comme les boîtes d'Haribo avec tous les bonbons là. On adore. On aime tout. Rien ne va. Hein, déjà, on est dans une imitation à la... comment il s'appelle? À la Canteloup, tu sais. Hein, vraiment sur ce côté, l'imitation de Sarkozy, pas ouf, mais tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment... Écoutez, avec la sincérité qui est la mienne, je veux bien reconnaître la situation. Ah ouais, je suis parti à Enrico Macias, donc je ne sais pas pourquoi. Mais tu vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, l'imitation est au poil de cul. Mais ce que je trouve formidable avec Louis Sarkozy, et là, je dois vous confier un peu les coulisses de mon métier d'humoriste. Voilà, donc, ça fait quand même maintenant plus de même pas un an que je fais le spectacle, donc j'ai quand même de la bouteille. Hein. Il est l'incarnation en fait de la caricature d'un politicien dans sa façon de s'exprimer, en termes de silence, en termes de visage. Et j'adore parce que vraiment je m'en inspire, sincèrement. Je suis en train de faire un nouveau sketch dans le spectacle, notamment à Lyon demain. Vous l'avez peut-être vu avec le discours du président. Je vais en remettre une couche, mais avec un autre texte. Je vais changer le texte, mais j'essaie de jouer le président. Et Louis Sarkozy, c'est parfaitement le cliché du politicien qui va t'enrhumer. Mais vraiment. C'est-à-dire, t'as un truc, mais qui est parfait, tu vois, qui est parfait, alors que le mec, normalement, tu te lèves, tu te casses, quoi. La décence commande de ne même pas être sur le plateau au moment où on parle de ton daron, tu vois. C'est extraordinaire. Et la scène, ce qui est très bien, c'est qu'elle est déclinable à l'envie. Tu sais, imagine, le mec, c'est le fils de Brigitte Macron, admettons, tu vois. À qui on pose la question, papa ou maman? Écoutez, je vous remercie de me poser la question, une question lourde, qui trouve un écho majeur, je crois, dans nos médias. Et évidemment, je ne suis pas ici en position de m'exprimer sans conflit d'intérêts, car je suis directement concerné par la question. Vous savez, ma situation familiale ne m'empêche pas pour autant d'avoir un avis sur la question. Je crois que je suis citoyen comme tout le monde et personne ne peut m'enlever ce droit. Sur cette polémique, je pense que, et sans trouver de réponse, le doute m'habite, naturellement. Ma maman a-t-elle un zizi? C'est la question que vous me posez. Et je me dois d'y répondre. Je reconnais ma subjectivité, je reconnais ma position, mais je reconnais mon droit à m'exprimer. Et avec toute la sincérité du monde, et peut-être même de Jupiter et Uranus, pour être dans le thème, je vous le dis, en mon âme et conscience, parce que je le crois, profondément, très profondément. Non, ma maman n'a pas de kiki. Si c'est ça que vous voulez entendre, je vous le dis. Je vous le dis. My mom doesn't have some kiki. Ouais. Merci. Ah, tu vois, j'étais dedans. J'étais dedans. J'aime ce personnage. Et allez, on s'en remet. Louis Sarkozy, c'est exactement ça. On s'en remet une petite couche. Et d'ailleurs, comme l'ont soulevé beaucoup de commentateurs et d'experts, plus objectifs que moi, on ne peut être que choqué par le contraste entre la lourdeur des peines requises, ou le principe même d'une condamnation, et le manque total de preuves tangibles. Mais, sur un point plus personnel, toute ma vie, je l'ai vu se battre.
Oh, j'en peux plus. C'est génial. Mais vraiment, c'est génial. C'est un sketch. J'espère sérieusement qu'un jour, on apprendra que Louis Sarkozy a en fait le troisième membre caché du Palmacho. Parce que je vois pas comment c'est possible, en fait. Je vois pas comment c'est possible autrement que ce mec se pointe dans les médias avec, mais vraiment, cette morgue, mais sidérante de caricature, en fait. C'est tellement caricatural qu'on ne peut pas le prendre au sérieux. C'est vraiment l'exercice poussé jusqu'au bout. Vous savez, quand on... Je sais pas comment l'expliquer précisément, mais on s'attend, en fait, à... Quand on voit un politicien parler à la télé, on s'attend à une gestuelle, à une attitude, à une façon de parler, à un rythme. Parce qu'ils nous ont habitués. Genre, pour enrhumer les gens, ils ont tous la même technique. Mais Louis Sarkozy, c'est le cliché du cliché, si vous voulez. Il pousse le truc encore plus loin. C'est comme, je sais pas, un député LFI de premier plan qu'on enverrait dans les médias. Tu t'attends à ce qu'il soit abruti. Et là, hop, de l'ogu. Putain, comment il a fait? Il nous a surpris, quoi. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Et en plus, il y a ce supplément au Vomaltine que Louis Sarkozy joue la carte exactement comme son daron. Donc, le mec n'est tellement pas authentique qu'il singe les présidents, enfin qu'il singe les politiciens et qu'il singe son propre père. Donc vraiment, c'est le combo. C'est le combo. J'adore. J'adore. Il me régale. Je l'embrasse. Vraiment, je l'embrasse. Papa envoie le fiston pour défendre son cas chez le parrain. C'est quand même extraordinaire. Donc, on n'a pas fini, à mon avis, d'en parler des Sarkozy. On peut le dire désormais des Sarkozy. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée. Mais pour le coup, petite question. Et là, vraiment, j'en sais rien, les amis. Donc, je soumets la question à la communauté. La sainte communauté du milieu. Mes blagues à part, en fait, ça fait 2 jours que je me pose cette question-là. Et j'ai aucun élément de réponse. Éric Ciotti, vous avez vu, a évoqué le fait que les peines d'inéligibilité soient levées de manière rétroactive par rapport à Marine Le Pen. Donc forcément, hein, en bon lieutenant, Ciotti prend la défense du bordel. Mais est-ce que ce serait valable pour un Sarkozy? Est-ce que, si, admettons, cette loi y va... Enfin, tu vois, est-ce que Sarkozy, aujourd'hui, il est frappé d'inéligibilité? Tu vois, tiens, je vais faire la recherche avec vous en direct, les amis. Est-ce que Sarkozy, lui, il est inéligible, tu vois? Oui, c'est ça, il a pris 3 ans d'inéligibilité. Donc 3 ans fin 2024, ça fait fin 2027. Donc, je me suis posé la question, si, admettons, le RN, par l'intermédiaire de Ciotti, ils mettent en place leur loi de faire sauter rétroactivement l'inéligibilité de Marine Le Pen, c'est valable pour Sarkozy. Et alors, est-ce qu'on n'a pas un coup de billard à 3 bandes? Mais là c'est complotiste. Hein. Là, Rudi Reichstadt, il entend ça, il explose. Un coup de billard à 3 bandes du pouvoir judiciaire qui, en sanctionnant Marine Le Pen, s'attend à ce genre de loi pour défendre Marine Le Pen, ce qui, au bout du compte, profite à Sarkozy. Je sais pas, mais vraiment, c'est un truc que je vous dis en l'air. Hein. Je l'ai pas assez bossé. C'est vraiment un truc que je mets sur la table. C'est une réflexion pour laquelle je n'ai pas du tout la réponse. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais je me suis demandé, je sais pas si vous trouvez ça sérieux ou pas, les amis. Dites-moi un peu dans le chat quel est votre avis là-dessus. Mais je me suis demandé si justement il n'y avait pas un coup de billard dans cette affaire. Un coup de billard qui pourrait venir du cerveau malin de Macron, dont on connaît la proximité avec Sarkozy. Et tu vois, Macron qui pourrait lui-même, prétendant défendre Marine Le Pen, qui pourrait lui-même, du coup, faire le jeu de Sarkozy par ricochet. Là, c'est vraiment... là, c'est tiré par les cheveux, comme dirait Éric Ciotti. Mais je trouve que c'est tellement tordu que ça ressemble à Macron, tu vois. Mais c'est vrai que je demanderai à Pierre-Yves Rougeron ce soir. Typiquement, s'il y en a bien un qui peut me renseigner sur ces complexités-là, c'est lui. C'est une bonne question. Mais je me suis demandé, tu vois. Parce qu'on est tellement dans un monde de tarés rempli de malignité que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un truc du genre, tu vois. À voir. Je poserai la question à Pierre-Yves Rougeron ce soir. Ça pourrait être l'occasion de quelques blagues. Anarchy08 qui nous dit quand même sur cette question après Rémi, les juges ont majoritairement Sarkozy dans le nez, donc j'ai une réserve là-dessus. Effectivement, c'est peut-être là que se brise mon raisonnement sur la barrière du réel, finalement. Putain. Ah, je m'impressionne. Franchement, je m'impressionne. Ça fait 3 jours et demi que j'ai pas pété. Non, je dis n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. N'importe quoi.
Je sais pas, même moi, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Hein. Donc, c'est fou, hein, c'est fou. Donc, ouais, non, c'est Draculos qui nous dit comme ça, il laisse Marine perdre au second tour contre un manche à balai, il se sort des affaires judiciaires, je sais pas. Non, mais tout est possible. Je demanderai à Pierre-Yves, peut-être qu'il va se moquer de moi, peut-être qu'il me prendra au sérieux, je sais pas à quel point c'est sérieux, en fait, cette histoire. Autant c'est complètement impossible, j'en ai aucune idée. Donc, on va voir. On va voir un petit peu les copains. On en reparlera plus tard. On enchaîne sur Marine Le Pen, toujours avec un interview dans le Parisien de ce matin. Et je voulais absolument vous en parler. Alors, vous savez, comme quand il se passe un événement majeur, autant je n'aime pas commenter à chaud, autant j'essaie de suivre un peu le dossier et de mettre en avant les points saillants, en tout cas que je trouve saillants, dans le cadre du Juste Bistrot pour avoir quand même un petit suivi. Et là, il y a vraiment une pièce très intéressante. Et je suis curieux, vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi je suis curieux que les bandeurs du RN, hein, comme j'aime bien les appeler, c'est-à-dire les gens qui soutiennent le RN aveuglément, c'est-à-dire qu'ils ne valent pas mieux que des pro-Macron, hein, que des macronistes aveuglés par leur idéologie. Et comme il y a des pro-tout, hein, il y a des pro-Mélenchon, il y a des pro-tout ce que tu veux, ces gens-là qui m'inquiètent, en fait, les partisans politiques volontairement aveuglés, qui sont pour moi les plus dangereux, enfin les plus dangereux, les moins crédibles en tout cas, pas dangereux, faut pas déconner, les moins crédibles, qui sont les partisans aveugles, pour être plus poli, plutôt que le terme de bandé. Et curieusement, l'interview n'a pas été relayée. Et là, je me suis dit, mince, pourtant, il y a des choses passionnantes. Regardez, c'est cette interview dans le Parisien d'aujourd'hui, donc le 2 avril 2025. Ça ne m'atteint pas, ça me motive. Ça fait même la une. Hein. Je ne me laisserai pas faire. Voilà. Hein, ce qui, bon, rentre en contradiction directe avec ces deux débats de l'entre-deux tours. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça que je juge. De toute façon, je suis pas juge, moi. Hein. Je suis pas juge. Bah non, j'essaie d'être honnête. Oh, bon, le populisme à 2 balles. Premier point intéressant. Le journaliste la cuisine un petit peu, d'ailleurs le ou la journaliste, les journalistes, Olivier Beaumont, Quentin Laurent et Marion Mourgue, qui font l'interview. Une question où ça titille un peu Marine Le Pen. Les journalistes lui demandent, c'est ici, hein, je vous montre les endroits, vous n'avez pas été un peu naïf de ne pas l'imaginer concernant la sanction? Et là, Marine Le Pen répond, dans ce cas, c'est une naïveté générale. Rationnellement, pouvait-on imaginer qu'un magistrat puisse s'ingérer de cette manière-là, en première instance, dans un processus électoral aussi important que celui de la présidentielle? Rationnellement, personne n'aurait pu imaginer que la présidente de la Cour motive sa décision pour des raisons politiques. Alors là, j'étais sur le cul. Mais vraiment, j'étais sur le cul. Parce que, à la lumière de cette réponse, il y a 2 possibilités concernant la préparation du RN et de Marine Le Pen. Soit elle dit la vérité, et il n'était pas prêt, et il ne s'attendait pas à ça. Et dans ce cas, le RN, tous ces gens-là qui n'étaient pas prêts, sont, pardonnez-moi le terme, mais des abrutis. Mais vraiment, et je pèse mes mots. Parce que dire on ne pouvait pas s'y attendre, quand on a vu ce genre d'article en juin 2024, donc il y a moins d'1 an, Le Figaro, le syndicat de la magistrature entre en résistance contre le RN, est-ce bien son rôle? Rappelez-vous, le syndicat de la magistrature qui avait expliqué qu'il prendra part au mouvement collectif d'union et de résistance contre l'extrême droite. Donc évidemment qu'on pouvait s'y attendre. Ils l'ont dit qu'ils voulaient lutter contre le RN. Et la capacité qu'a un magistrat pour s'opposer à un parti politique, c'est bien de le juger durement, de l'empêcher de s'imposer sur la scène politique. Donc évidemment qu'on pouvait s'y attendre. Ils l'ont dit. Moi, quand je vous dis que j'aime la viande, si tu as un steak dans ton assiette, tu t'étonnes pas que je t'ai piqué ton steak. J'ai dit que j'aime la viande. Bon, ben eux, ils ont dit on n'aime pas le RN, et le RN, et Marine Le Pen a dit comment on aurait pu savoir, en fait? On ne savait pas, nous. On ne nous avait pas dit. Donc, sérieux. Ça, c'est pour la première possibilité. Marine Le Pen dit la vérité, et dans ce cas-là, ils sont franchement teubés. Soyons clairs. Deuxième possibilité, et je penche pour celle-là, pour être tout à fait transparent avec vous, le RN se doutait tout à fait de l'issue de ce procès. La preuve par la candidature d'un Jordan Bardella. Pourquoi envoyer une telle coquille vide si Marine Le Pen pouvait être dans les starting blocks pour 2027, avec l'expérience qu'elle a, l'image populaire, la bonne place dans les sondages?
Pourquoi ont-ils préparé Bardella dans l'hypothèse de cette potentielle sanction, en tout cas ce verdict? Donc la deuxième possibilité, c'est ils le savaient, ils s'y attendaient, ils se sont préparés pour, et Marine Le Pen ment éhontément à tout le monde. Et je penche sincèrement pour cette option. Parce que ça n'est pas crédible de dire on n'est pas prêt, on ne pouvait pas le savoir. Ça n'est pas possible. Les magistrats vous l'ont dit qu'ils ne pouvaient pas vous blairer. Ils vous l'ont dit qu'ils rentraient en résistance contre vous. Donc, je trouve que là, on atteint, si vous voulez, un niveau de mauvaise foi. Et je le redis, comme à chaque fois dans les dernières séquences médiatiques, je ne cherche pas à être dans le biais de confirmation. Je ne cherche pas à valider coûte que coûte ma thèse de départ que j'ai pu vous développer il y a 2 jours et qui est disponible sur YouTube. Quand il y aura des éléments contradictoires, je les mettrai en avant, comme j'ai toujours fait, je pense, quel que soit le sujet, pour vous dire, bah tiens, je pensais ça, je me suis planté. Donc, ok. Comme ça, on suit le dossier à la sauce juste milieu. Mais là, pour le coup, c'est ce que je vous avais dit. Il y a une instrumentalisation de cette décision de justice, et pour moi, l'argument numéro 1, c'est l'impossibilité pour le RN de ne pas s'y attendre. Au point, et ce qui pour moi valide l'idée, c'est que le RN s'est préparé à cette décision. C'est toute la justification du lancement de Jordan Bardella. Sinon, pourquoi ? Pour mettre un mec un peu jeune, un peu musclé, qui mange des bonbons et fait des vues sur TikTok? Mais autant aller recruter la première cagole qui fait des tutos make-up. Donc, la candidature de Jordan Bardella, pour moi, est la pièce qui prouve le fait que le RN s'attendait à cette sanction. Et au fait que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Donc, dans l'interview du Parisien, j'étais sidéré parce que Marine Le Pen donne en public la preuve soit de son incompétence, et donc de son impréparation, soit de son mensonge, de sa mauvaise foi quant à la situation, et de cette manipulation ridicule qu'on fait, où c'est une atteinte à la démocratie de je sais pas quoi de bidule. Ils savaient qu'ils ont franchi la ligne rouge, ils savaient que le système, en voulant se normaliser, allait les soumettre comme les autres et les sanctionner dès que possible. Ils s'y attendaient. Donc, cette interview du Parisien, il est central. Il aura fallu 48 heures pour que Marine Le Pen se foute à poil médiatiquement et explique à tout le monde qu'ils sont en train de bananer tout le monde. Aussi bien les adversaires du RN que les pro-RN. Ils sont en train de bananer tout le monde. Et ils vous le disent. Ils vous le disent. Pour moi, cette réponse, elle est claire et nette. Elle est claire et nette. Vous pouvez prendre le problème dans n'importe quel sens. Marine Le Pen démontre qu'ils sont bidons et qu'ils sont en train de bananer tout le monde. Donc, presque, je pourrais me contenter de ça dans l'interview, les amis, que je vous invite à lire, bien évidemment, en intégralité, pour vous faire votre avis. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a évidemment pas que ça. Évidemment pas que ça. Deuxième truc où je me suis dit, mais franchement, on nous prend pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des imbéciles. On a beaucoup parlé, ces derniers jours, forcément, on a beaucoup parlé de coup d'État des juges. C'est vraiment le truc incroyable, le coup d'État des juges, c'est terrible, la magistrature se retourne contre le RN, veut sanctionner le RN et tout ça. Vous savez vers qui va se retourner Marine Le Pen pour faire entendre sa voix? Je retrouve la réponse pour vous la montrer. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils soient aussi teubés. Soit ils sont teubés, soit ils n'ont même plus peur de mentir au su et au vu de tout le monde. Je vais vous montrer. Alors, attends. Elle est où la réponse? Merde. Attends, bouge pas, je vous montre l'interview, comme ça vous naviguez avec moi. Mais merde, je suis pas bon, quoi. Où est-ce que je l'ai vu? J'arrive, parlez entre vous, bougez pas. Vous inquiétez pas, mais attends, c'est sur quelle page? J'en ai parlé dans la farce tranquille, donc je sais que ça existe. Je n'ai pas rêvé. Ah voilà, c'est là, excusez-moi, c'était sur la première page. On nous explique que c'est un coup d'État des juges. Donc le RN aujourd'hui est interdit de se présenter, ce qui est faux en soi. On rappelle que si Marine Le Pen n'y va pas, Bardella ira. Donc ça n'est pas le RN qui est interdit de la scène politique. C'est comme avec Hanouna à la censure C8 et tout ça. Soyez très attentifs sur les éléments de langage, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Et on amplifie les choses alors que la réalité est quand même un petit peu plus simple. Elle peut sembler scandaleuse, mais elle reste un peu plus simple. Donc coup d'État des juges. Marine Le Pen nous dit, c'est les juges, ils nous en veulent, ce sont des gros vilains. Enfin, on n'a pas vu venir, mais on sait qu'ils nous en veulent. Bon,
Voilà, après, vous le prenez dans l'ordre que vous voulez. Marine Le Pen va se retourner contre qui pour dénoncer ce coup d'État des juges? Regardez, c'est écrit ici. Je vais interpeller la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors, s'il y a une instance qui est le symbole du coup d'État des juges à l'échelle de l'Union européenne, c'est bien la Cour européenne des droits de l'homme. Que tout le monde dénonce, tous ceux qui dénoncent un coup d'État des juges montrent que ça commence là. Ça commence par les instances européennes qui, en usant et abusant de la hiérarchie des normes qui fait des décisions européennes, des décisions plus fortes que le droit national, en gros, si vous voulez, c'est ça le coup d'État des juges. Le coup d'État originel commence avec l'infrastructure européenne. Et donc Marine Le Pen, si on résume, vous explique que à l'échelle nationale, c'est un coup d'État des juges et qu'elle va aller le dire à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc pour prendre une petite métaphore fermière, Marine Le Pen, c'est une poule qui s'est fait emmerder par un renard et elle va se plaindre à qui? Au loup. Voilà. Voilà, donc, mais c'est crédible. Mais c'est crédible. Cour européenne des droits de l'homme, complètement infiltrée par le lobbyisme d'un certain Georges Soros, qui ne porte pas franchement dans son cœur l'extrême droite. Donc, on se fout de la gueule de qui, en fait? On se fout de la gueule de qui? Moi, je veux bien qu'on vienne m'expliquer plein de choses, une fois de plus, de ouais, mais en fait, faut défendre, c'est Macron, j'ai entendu, c'est le système, c'est l'État profond américain qui serait venu à Bruxelles. J'entends tout et n'importe quoi depuis 2 jours. Je respecte les points de vue, il n'y a pas de problème. Chacun a son avis. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai et ce que les autres disent est faux. C'est pas ça. Chacun a son avis, je le respecte. Pour moi, de mon point de vue, on est face à un théâtre à ciel ouvert. Et on est en train de tout mélanger pour brouiller les esprits, alors qu'on a juste Marine Le Pen qui se fout de votre gueule. Mais juste ça. Mais juste ça. La raison profonde, je ne la connais pas. On peut avoir des hypothèses, des suppositions. Je ne la connais pas. Mais quand Marine Le Pen vous dit « Nous subissons un coup d'État des juges, on va aller s'en plaindre à la Cour européenne des droits de l'homme », mais on se moque de qui? On se moque de qui? Quand Marine Le Pen vous dit ah, « On l'a pas vu venir que les magistrats nous aimaient pas », mais on se moque de qui? Donc, moi, je veux bien tout ce que vous voulez, je veux bien que chacun ait ses partis pris et tout. Mais quand on lit l'interview du Parisien, c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a plus à dire. À ciel ouvert, on vous le dit, le RN vous banane et est en train d'instrumentaliser les gens avec leur appel à manifester. T'as vu, déjà, ils ont lancé une pétition, déjà, et en plus, ils vont manifester. Donc là, ça va pas rigoler. Là, Jordan Bardella, il a dit « Oh, j'arrête de manger des schtroumpfs si on la réintègre pas. » Putain, je peux dire qu'ils se chient dessus, les responsables de ce coup. Donc, ils organisent une manifestation. Là encore, je vous l'ai dit hier, les amis, réfléchissez en respectant le temps long. En prenant les événements sur un temps long. Ça éclaire beaucoup plus que l'hystérie du moment présent. Marine Le Pen, c'était quand la dernière fois qu'elle a appelé à manifester? C'était quoi le motif? Parce que j'ai pas la meilleure mémoire du monde, mais pour le Covid, pas d'appel à manifester. Les atteintes aux libertés individuelles, pas d'appel à manifester. L'Ukraine et la mobilisation de nos frères, nos pères, nos sœurs sur le front, pas d'appel à manifester. La situation contre Macron, la dette, tout ce que vous voulez, pas d'appel à manifester. Et là, pour sauver son cul, appel à manifester. Donc, là encore, sur un temps long, je peine à trouver le RN crédible. Parce que sauver le cul de Marine Le Pen, c'est une chose. Les libertés individuelles des Français qui ont été foulées aux pieds pendant le Covid, c'en est une autre. Et qui me semble plus importante. Je ne veux pas me mettre à dos les supporters du RN. Je respecte votre point de vue. Mais bon, moi je veux bien qu'on joue la carte, le peuple, le peuple, le peuple. En fait, le peuple pour sauver son cul. Mais quand il s'agissait de sauver les libertés des Français, le RN n'est pas monté au créneau. C'est marrant pour un parti anti-système qui dérange, t'as vu, hein, contre qui le système a déclenché la bombe nucléaire. Fin de citation. C'est ce que nous a dit Marine Le Pen. Donc, j'ai quand même un peu de mal avec ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur cette interview du Parisien, que je vous invite à lire hein, vraiment dans son intégralité pour vous faire une idée de ça. Je prends vos messages dans le chat, hein. Désolé, je déroulais mon truc. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains, si vous êtes d'accord, pas d'accord, évidemment, comme d'habitude. Alke Miafilia, qui dit « Le RN ne s'est jamais opposé aux propositions de loi de la majorité présidentielle. Soit ils s'abstiennent, soit ils valident. Le coco, la retraite, etc., ils n'ont jamais rien fait. »
Bien d'accord avec toi. Isa Tricotte, que j'embrasse, qui dit « Le RN a renoncé à ses valeurs depuis le départ de Philippot. Ils sont le système. » Et c'est vrai. Non, on va dire que je suis un supporter de Philippot. Bon, je préfère être un supporter de Philippot que de bien d'autres personnalités politiques. Donc, si vous voulez, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Depuis le départ de Florian Philippot, évidemment que le RN a changé complètement de facette, qu'il s'est complètement embourgeoisé, que les questions de souverainisme profond ont été abandonnés. Donc il faut évidemment lui reconnaître ce mérite-là. Et c'est un marqueur dans l'histoire récente du RN. Personne n'est monté au créneau en vrai, nous dit Elliot Mess. Oui, complètement. Mais là, on parle du RN. D'accord ? On ne retombe pas. Là, c'est un code d'honneur de la famille juste milieu. Vous le savez, il y a plusieurs règles. Quand je parle d'un parti politique, enfin, quand on parle, pardon, d'un parti politique, quand on parle d'un candidat, l'idée n'est pas de faire des comparaisons avec les autres pour se rassurer. C'est la phrase « quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure ». Quand on parle d'un parti, quand on parle d'un candidat, on parle d'un parti, on parle d'un candidat. Parce qu'à chaque fois, si on relativise tout en comparant avec les autres, on peut relativiser tout ce que vous voulez. Donc c'est trop facile. Moi, si vous me dites Sarkozy, c'est un vilain, il a volé du pognon, je sais pas quoi, je vais vous dire bah oui, mais Marc Dutroux. Tu vas me dire ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais quand même, voilà. Je sais, mon Elliot Mess, qui me dit oui, Rémi, je précise juste, évidemment, camarade, mais ça me permet un rappel. Voilà. C'est ça. C'est là où on est le Barça, on se trouve, tu vois. Pam, tu m'as fait une passe D, hop, je te la remets dans les pieds. Et voilà. Belloiseau qui nous dit « Mais vous y croyez vraiment au souverainisme dans le monde actuel ? J'ai l'impression que ça fait classe de dire ça, mais le monde ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Chaque pays appartient à un groupe de pays officieusement. » Alors oui, c'est une super remarque. C'est une super remarque. Je suis vraiment d'accord avec toi. Enfin, j'aime beaucoup ta question, mais je suis pas d'accord avec toi. Je pense que oui, ça a énormément de sens. Je pense que ça a énormément de sens et que il y a dans le souverainisme un ferment, parce que le ferment, ça change tout. Il y a dans le souverainisme un ferment qui est celui du panache à la française. Alors, chaque pays gère son souverainisme comme il l'entend, mais moi, j'aime l'idée de souverainisme parce que j'aime l'idée justement de mener un combat qui semble perdu. Et je pense que ce qui fait la force des plus beaux combats, c'est qu'au départ, ils sont perdus. Il n'y a pas de panache quand tu sais que tu vas gagner 4-0. Tu vois. Donc, j'aime, sur la forme, j'aime la notion de souverainisme de par le panache qu'il y a dans ce combat-là. Ça, c'est un jugement de forme, c'est que mon avis. Ensuite, regarde, quand Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, enfin, revient au pouvoir sur ce second mandat, beaucoup de gens ont applaudi ses positions souverainistes. Alors, certes, on parle États-Unis-France. C'est pas la même puissance, c'est pas le même poids international, donc on est d'accord. Pour autant, les idées souverainistes fonctionnent. Alors, oui, c'est dur. Et oui, la France appartient à l'UE, et oui, il y aura énormément de structures à remettre en cause, voire à faire péter. Mais c'est ce que j'appelle le panache. Parce que on sait que ça va dans le mur. On en est conscient. La question, c'est quand et comment. Donc, à partir de là, moi, je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, ces questions de remise à plat du système, ou en tout cas de remise en cause du système tel qu'il est, si c'était complètement déconnant, tu n'aurais pas les grands partis dominants qui se seraient penchés là-dessus. À savoir le RN fut un temps, quand il y avait justement Florent Philippot, même LFI, le fameux plan B de Mélenchon, enfin c'était pas LFI à l'époque, donc si c'était complètement déconnant, beaucoup de gens dans les partis dominants n'en auraient pas parlé. Donc au contraire, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça important, j'aime cette idée-là, mais je comprends effectivement que ça puisse être perdu d'avance, c'est précisément ce que j'aime dans l'idée. Voilà. Non mais je le dis, j'ai pas peur, hein. Tu vois, je me mouille. Hein. Je me mouille. Donc voilà un petit peu les amis. Sur ce point-là, Sankasama qui dit Rémi en Cyrano, il lève son épée. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. C'est vrai. Putain, c'est beau. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est ma teub. À revisite des grands classiques. Il y a tout dans cette émission. Il y a de tout. Il y a du raisonnement intelligent et puis il y a des blagues de bites. C'est ça la magie du juste milieu. Une citation d'un livre de Yankelevitch, un prout. Et les gens sont perdus, se disent merde, mais où suis-je? Dans un temple de l'intelligence politique ou dans le PMU ADD? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est l'esprit juste milieu. J'aime brouiller les pistes. Je suis un brouilleur finalement. C'est très important. Et puis, il faut se détendre, parce que j'ai faim, putain. J'ai pas de goûter, là. Jusqu'à l'émission, je vais avoir faim. Qu'est-ce que je vais manger, moi?
19h, là. Ah non, mais si ça continue, je vais aller acheter une boîte de céleri, là. J'aime le céleri. Céleri rémoulade. Ça, c'est bon, ça. Peut-être aller au magasin acheter ça. Donc voilà, non mais faut se détendre un peu, les amis. Faut se détendre un petit peu parce que on va parler du gros sujet du jour. Et là, c'est pas marrant. Je vous l'avais annoncé. C'est l'instant grognon du jour de la semaine. Voilà. Sans transition ou presque, Daniel Cohn-Bendit est de retour. Voilà. On a l'impression d'assister à Shining 2, enfin 3, Shining 9, tellement il est là depuis longtemps. Mais là, on a franchi un cap. Alors, promis juré, je ne vais pas entrer dans la surenchère de gros mots, d'insultes ou c'est pas quoi. Ce serait contre-productif d'attaquer l'individu. Donc, je vais essayer de rester calme. Rester calme. Les mots seront durs. Mais dans le respect, évidemment, des droits de l'homme. Ça, c'est important. Mais je voulais quand même lui mettre une petite tartine tartine toute symbolique. Parce que là, vraiment, on assiste à un nouveau symptôme de... Alors, on parle beaucoup de la fenêtre d'Overton, hein, c'est à la mode, on en parle souvent. On parle de normalisation de la pédocriminalité, je pense qu'on y est. Hein. Reprenant l'expression de Gilles Kepel qui parle de djihadisme d'atmosphère, je pense que l'on peut parler de pédocriminalité d'atmosphère. On ne va pas refaire la choucroute, la normalisation du couple Macron, la présence de Morandini à l'antenne, des choses comme ça, qui sont autant de facteurs de cette normalisation. Et là, on en a un nouveau, hein, dans cette espèce de bingo de l'horreur, où on nous explique que finalement... coucher avec des gosses, c'est peut-être pas si mal. Regardez, on vous met à la télévision des gens qui l'ont fait, qui l'assument, certains qui ont été condamnés. Mais vous voyez bien, ça se passe bien. Donc comme quoi, c'est pas si grave. Et là, en ce moment, c'est la campagne Daniel Cohn-Bendit. Alors, qui vient nous présenter le nouveau livre qu'il a pondu il y a pas longtemps, dont tout le monde se fout, hein, évidemment. Comme d'habitude, campagne médiatique extraordinaire. C'est à vous, les grandes gueules, le petit tour des plateaux comme on aime, le petit tour comme il fait hein, depuis des décennies maintenant, on peut le dire. Dany le Rouge, hein, from Dany le Rouge to Dany le Bourge, hein, comme on dit. Hein, le héros de mai 68, hein, allemand, qui n'avait pas hésité à baigner dans de bien sombres dossiers, qui avait assumé sa pédophilie, pour le coup, pédophilie, son amour des gosses hein, et des pratiques sexuelles avec les gosses, là on est vraiment dans le terme, qu'il l'avait assumé à la télé, on va revenir là-dessus, qu'il l'avait assumé dans un livre, et qui n'a jamais vraiment été dérangé. Alors un peu quand même, parce que c'est ça qui a fait qu'il se soit fait dégager d'Allemagne, on y reviendra dans quelques minutes, mais l'ami Daniel Cohn-Bendit, il a pu écrire son livre qui s'appelle Le Grand Bazar dans les années 70. Bon, ça passait, tu vois, ça passait. Alors, il y avait un passage un petit peu embêtant. Voilà. Je vais essayer de vous le retrouver, vous lire hein, le passage qui est embêtant. Je vais vous le dire, il est là, hein, sur le site Booknode, pour comprendre quand même ce qu'il y avait dedans. Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble ? Pourquoi m'avez-vous choisi moi et pas d'autres gosses ?» Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. J'avais besoin d'être inconditionnellement accepté par eux. Je voulais que les gosses aient envie de moi, et je faisais tout pour qu'ils dépendent de moi. Voilà ce que Daniel Cohn-Bendit écrit, racontant son expérience d'éducateur dans une crèche autogérée, enfin un institut scolaire autogéré en Allemagne, un truc chelou comme il y a d'ailleurs toujours aujourd'hui, pour parfois normaliser les errances de ce genre de bonhomme. Je ne vous dis pas qu'il n'y a que des pédophiles dans ce genre d'institut, il faut être précis, mais ça peut parfois en abriter certains, y compris Daniel Cohn-Bendit. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Daniel ? Parce que forcément... Vous savez, on en parlait hier avec le Covid-19, ça devient une mécanique médiatique connue. Hein, donc vraiment, si j'ose dire, soyez vaccinés hein, contre cette mécanique. C'est que les médias ne mentent pas. Jamais. Ou presque. Mais ça, vraiment, je dis ça premier degré. Les médias ne mentent pas. Ils tordent le réel pour que ça rentre dans leur vision des faits. Ils font à moitié leur travail, mais ils ne mentent pas. Et là, il y a une nouvelle technique pour tromper les esprits, c'est de donner l'illusion de faire le boulot, tout en permettant de recouvrir le réel d'une couche supplémentaire
de mensonges, d'écrans de fumée, de tout ce que vous voulez. Et là, c'est ce qu'ils ont fait avec Daniel Cohn-Bendit. Sur C'est à vous, vous avez la présentatrice, je ne sais plus comment ça s'appelle, puis j'en ai rien à foutre, qui lui a posé la question, qui est revenue sur la polémique de ses propos pédophiles. Donc, tu te dis, pour des gens pas comme nous, donc pas complotistes, des gens pas tarés comme nous, le citoyen normal, qui avait peut-être complètement oublié cette histoire, il apprend deux choses. Et c'est pour ça que faut pas se mettre dans notre tête à nous, les amis. Faut se mettre dans la tête de gens qui ont oublié cette histoire. Et je pense que ce qui est le lot de beaucoup de gens en France. Il apprend deux choses. Il apprend l'existence de ce genre de polémique. Donc Daniel Cohn-Bendit a eu ce genre de propos, et qu'il les ait écrits. Et il apprend qu'en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'était une provocation. Hein. Je vous laisse écouter Daniel Cohn-Bendit, qui le dit lui-même. C'est un problème mineur, hein, on le sait. Écoutez dans ce ce qu'il livre, nous vous dit. abordez également l'accusation de pédophilie qui vous poursuit encore. Depuis 1975, quand dans un livre, Le Grand Bazar, vous racontiez de manière provocatrice les 2 ans que vous avez passé à travailler dans un jardin d'enfants. Vous écrivez, page 106, je trouvais ça drôle dans ces années-là de choquer le bourgeois. Mais aujourd'hui, vous regrettez d'avoir écrit ce livre? Ah oui, parce que surtout que c'est bête. Attendez, alors là, c'est formidable. Ce livre a 234 pages, 270. Ça, on parle de 3 lignes. Donc je regrette peut-être d'avoir écrit 3 lignes. Je regrette pas d'avoir écrit ce livre, je veux dire. Et alors, ce qui est intéressant, d'abord, je provoque, je décris pas des faits réels, je décris, j'invente. Alors ça, on peut me le reprocher, on doit me le reprocher. D'ailleurs, je dis, c'est pas scandaleux qu'on scandalise ceci. C'est qu'on instrumente et qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas les enfants, on n'écoute pas les parents qui, 20 ans après, quand c'est sorti, on dit il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il y a donc... on doit me reprocher cette cette provocation, cette volonté de provoquer, même la télé, ça peut être maladif, c'est déglingué. Voilà. Donc, c'est de la provocation. Et en fait, Daniel Cohn-Bendit, non content de nous prendre pour des jambons, nous explique que c'est même lui qui défend les enfants. Parce qu'en instrumentalisant cette polémique, on n'écoute pas les enfants, nous dit-il. C'est quand même dingue. Daniel Cohn-Bendit, sac à merde. Oh, je provoque. Ah non, je disais ça pour provoquer. Je suis un artiste. Rémi, juste mieux, je suis un artiste. Donc je provoque. Mais il n'y a rien de vrai dans ce que je dis. Je provoque. D'ailleurs, n'instrumentalisez pas cette polémique. Est-ce que vous pensez à Daniel Cohn-Bendit? Voilà. Facile, efficace. Mais je veux dire, la mécanique médiatique est tellement puante, elle est tellement malhonnête que, avant même que Daniel Cohn-Bendit s'en explique, si vous écoutez les propos de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine, effectivement, j'avais oublié son identité, c'est elle-même qui parle de provocation. Il n'a encore rien dit qu'elle sait déjà que c'est de la provocation. Donc, si c'est pas se foutre de la gueule du monde, parce que le jour, et peut-être je l'espère un jour, et je serai respectueux de la démarche et de l'homme, toujours respectueux de l'homme, les actes, c'est autre chose. Si j'interviewe Daniel Cohn-Bendit, je vais pas être dans cette forme d'empathie de dire vous avez écrit des saloperies, mais c'était peut-être pas vous, c'était de la provoque, hein, on est d'accord. Tu offres la porte de sortie. Donc évidemment qu'il s'y engouffre. Donc la complicité médiatique, c'est un exemple. Là, on a un exemple parfait. Et le renversement, il est passionnant. On va pas faire 3 heures là-dessus, mais vous avez compris la mécanique. Non seulement c'est un peu de la faute des gens qui instrumentalisent ça, alors que rien n'est vrai, c'est de la provoque, évidemment. Hein, c'est comme Morandini. Oh, ça doit être de la provoque. Il a voulu faire un tir sur mon doigt avec des mineurs qui passaient un casting. Problème, c'était pas un casting et c'était pas son doigt. C'est de la provoque. Hein, oh, ça va. Elle a bon dos, la provoque. Elle a bon dos, en fait. Parce que enfin, voilà, on va pas faire 3 heures là-dessus. De toute façon, vous avez compris l'idée. On est sur une campagne de com, de normalisation de la pédocriminalité. Et ça passe par là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, si vous voulez, il y a déjà ça. Il vient nous vendre sa merde de nouveaux bouquins. Alors, ou peut-être dedans, hein, il dit je viole toutes les grand-mères de mes lecteurs, mais c'est de la provoque. Non, mais on ne sait pas. Je ne l'ai pas lu encore. Donc, juste, faut s'attendre à ce que Daniel Cohn-Bendit soit dans la provoque. C'est bien connu, c'est ce qu'on attend de lui. C'est un homme politique, tu vois. Un artiste, un humoriste, un caricaturiste, un chanteur, qui soit dans la provoque, c'est cohérent. Toi, tu es député écolo, en fait. Donc, on t'attendait pas trop là-dessus, mais pourquoi pas. Donc,
non content de sortir comme ça cette campagne de défense bidon et qui contribue à la normalisation de la pédocriminalité, je le redis, le pire, c'est qu'en plus, le monsieur donne son avis sur d'autres sujets. Eh oui, hein, ça fait 40 ans qu'il a ses chaussons, qu'il vient pantoufler sur les plateaux TV, et il nous a donné son avis sur les gilets jaunes. C'était dans les grandes gueules, c'était aujourd'hui. Le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé à l'automne 2018, contre la hausse des prix du carburant n'était pas planifié non plus. Est-ce que tu rejettes là aussi toute comparaison, évidemment, par rapport à mai 68? Vous savez ce que vous répondez? Je sais. Oui, les Gilets jaunes... Ouais, mais vous m'insultez ainsi que plein de gens. Oui, les Gilets jaunes étaient des révoltés franchouillards, souvent blessés socialement, mais enfermés dans une pensée hexagonale. Ah oui. Bah, expliquez. Donc on est des bœufs, des bœufs. C'est ce que vous dites? Non, On est des non, bœufs. j'ai pas Si, des j'ai beaufs. ça. Des beaufs. C'est écrit noir sur blanc. Vous étiez des beaufs. Voilà. Je m'excuse, j'ai l'habitude d'écrire ce que je pense. Eh ben vous savez ce que je vais penser? Eh ben vous... Oh mince! Oh mince! Oh là là! Oh l'erreur! Oh l'accident bête! Les amis, j'avais pas écouté la séquence avant de vous la montrer. J'ai vu juste au titre de ce qui était marqué sur Twitter. J'ai juste vu au titre ce qu'il y avait dedans. J'attendais d'être avec vous pour la regarder en entier. Oh, le contre son camp. Vous avez entendu ce qu'il dit? Écoutez bien. C'est ça. Des beaufs. C'est écrit noir Des sur beaufs. blanc. Vous étiez des beaufs. Je m'excuse, j'ai l'habitude d'écrire ce que je pense. Eh ben vous savez Mais ce que quel je... gigantesque sacabouse! Quel gigantesque sacabouse! Le mec s'en est mis une tout seul. La veille, il t'explique que dans son livre, c'est de la provoque. Et le lendemain, il te dit, j'ai l'habitude d'écrire ce que je pense. Oh non, la tuile! Oh, trop dommage! Oh non, mais si vous nous prenez pour des cons, faites-le bien au moins. Respectez-nous un petit peu. Je veux dire, quitte à nous pisser dessus, visez le front. Parce que sinon, ça fait mauvais genre. Oh non, mais quelle pompe à vélo. Mais qu'est-ce que tu veux que je te... Mais même ça, ils savent plus le faire. Même mentir, ils savent plus le faire. C'est terrible quand même. De toutes les ordures, que ce soit dans la politique, les médias, les machins. Alors pas tous. Je suis pas dans le tous pourri, on est d'accord. Mais même ça, ils savent plus le faire. Même ça, ils le font mal. Je veux dire, Chirac, c'était une ordure, mais il y avait la classe. Mitterrand, bon, alors j'ai engrossé 3-4 trucs. Bon, voilà. Ah, bon, allez, c'est bon. Mazarine, on est pas mal. Je te cache des trucs, mais tu vois, le soir, gros patriote. C'est pas Mitterrand, mais c'est pas grave. Voilà, il le faisait bien. Tu nous la mets à l'envers, mais c'est bien. De Gaulle aussi, il a fait des dingues. C'était pas l'enchieux, c'était pas Dieu sur terre, De Gaulle. Mais quand même. Oh, demain dès l'aube. Ouais, voilà. Il se passe quelque chose. Daniel Cohn-Bendit, le mec, il ment. Il se détruit tout seul en 24 heures. On continue, mais je l'avais pas vu, tu vois. Peut-être que dans 5 secondes, il va dire « Ah, j'avoue, je suis pédophile. » On sait pas. Je sais, j'ai pas vu, donc... Vous avez pensé? Eh ben vous avez pas changé. Vous avez toujours la grosse tête. De toute façon, j'ai la grosse tête. De toute façon, mais ça me dérange pas que vous pensiez que j'ai la grosse tête. Je n'ai pas dit les beaufs, j'aurais écrit. Franchouillard, c'est pas loin. Franchouillard hexagonal. Non, c'est pas la même chose. Page 64. Ouais, c'est dit poliment. Non, c'est pas... Alors écoutez, franchouillard, ça veut dire que vous ne pensez qu'à un niveau de l'hexagone. C'est ça, franchouillard. Et que la révolte des... Et j'ai dit... Si Marine Le Mais Pen quelle a pris que- trompette, mais de toute façon, même idéologiquement, il vaut pas un pichet de cidre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lamentable, franchement, c'est lamentable. Mais en fait, j'avais envie de dérouler sur la séquence, mais de faire quelques raisonnements après, mais il n'y a même pas besoin de faire plus. Ces gens-là sont tellement dans le mensonge, Daniel Cohn-Bendit est tellement dans le mensonge qu'il se dédie tout seul en 24 heures. Tout seul. Il n'y a même pas besoin de faire des vidéos complotistes comme je suis en train de le faire. Tout seul, il se démonte tout seul. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et autour de ça, tu as cet aéropage de gorge profonde médiatique, parce qu'en plus, c'est rigolo. Tu vois, non seulement ils reçoivent un pédophile assumé, visiblement, et regarde en fait comme c'est rigolo. Ils lui ont mis un casque de CRS. Regarde comme c'est rigolo. policier à l'intérieur qui ne l'a pas utilisé. Ah, c'est un vrai de vrai. Vous pourriez le mettre? Ah ben, bien sûr. Merde alors. Daniel Cohn-Bendit, mais un casque de CRS 68. Voilà, tu vois. Ah, c'est marrant. Il a enfilé un casque de CRS. Bon, bah, au moins, ça laisse les gosses tranquilles pendant qu'il enfile un casque. Ah non, mais trop drôle. Ah, bah, trop marrant. Bah, donnez-lui une matraque, ça fera de l'audience. Non, mais sérieux.
Ça, c'est la scène médiatique française, quoi. Donc, on le dit tous les jours. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ça, ce sont les médias. Avec un mec pédophile notoire assumé. Et qui te le redit des années plus tard. Donc, il y a même plus de mots, en fait. Il y a même plus de mots pour savoir à quel point ils nous prennent pour des bœufs et à quel point il faudra mettre fin à ce système-là. Déjà, intellectuellement, les prendre pour ce qu'ils sont. Cette capacité à instrumentaliser les gens en étant des guignols absolus. C'est sidérant. Dernière séquence sur Cohn-Bendit, parce qu'évidemment, c'est un marathon médiatique. Hein, c'est un marathon de la bêtise. Regarde ce qu'il nous a dit sur BFM. Ça, c'était le 1er avril. Dit la démocratie, la liberté, c'est ce que la loi permet. La loi ne permet pas de piquer 4 millions d'euros au Parlement européen. Voilà, c'est tout. Et la preuve en a été portée que la réglementation du Parlement européen n'a pas été respectée. On peut discuter de la réglementation du Parlement européen, mais la loi était celle-là. Donc à partir de là, maintenant, il y a une dérive mentale de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Voilà, donc ce pauvre monsieur, si tu veux, ce pauvre monsieur n'a même pas la décence de la fermer. Même pas. Même pas. Il ment mal. Son comportement a démontré que c'était un monsieur de basse vertu. Pour être poli, j'avais dit que je dirais pas de gros mots. Et en plus, il fait la leçon. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment... On est au sommet de la saloperie médiatique, quoi. De la saloperie médiatico-politique. De ces gens qui ont outrepassé la loi, qui l'assument, qui en ont été fiers par provocation et qui vont te faire des leçons en plus. Et t'expliquer, ah, on fait pas ça. Alors moi, je me suis fait toucher la braguette par une gosse de 6 ans. Par contre, 4 millions d'euros, ça se fait pas. Et moi, je vais vous dire ce qu'est la morale. Il y a des dérives mentales à détourner 15 millions. Et à agresser sexuellement des gosses, ça va du coup? C'est bon? Ça passe? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce monsieur, mais dans une société normale, Daniel Cohn-Bendit est en prison. Je suis désolé de vous le dire. Peut-être que ça peut ressembler à la démagogie facile et que j'agite les pulsions basses des foules. Peut-être, franchement peut-être. Mais ça me va. Ça me va bien. Ça me va bien. Et j'en suis même plutôt content de rappeler que non, ça n'est pas normal. Quelqu'un qui a confessé son attrait et des faits d'agression sexuelle, soyons clairs, des faits d'agression sexuelle sur des gosses, qui des décennies plus tard déboulent en disant non, mais c'était de la provoque, qui se dédie le lendemain matin, la place de quelqu'un comme ça est en prison. Parce que on va quand même rappeler les faits. C'est que avant, Daniel Cohn-Bendit était un homme politique allemand. Et il s'est fait dégager d'Allemagne à cause de ça. C'est pour ça que j'ai gardé jusqu'à la fin, si vous voulez, la carte, le +4 comme au Uno. Mais pour comprendre que ce monsieur ment et hontément. Regardez cette vidéo d'Euronews de 2013. Les Verts allemands face aux pages les plus sombres de leur passé. À quelques mois d'élections nationales, le mouvement écologiste fait le grand ménage sur la question de la pédophilie. Dans ses archives du parti, des documents qui rappellent que certains membres des Verts, dans les années 80, voulaient légaliser la pédophilie. Surfant sur la vague Peace and Love des années 70, ils voulaient libérer la sexualité au risque d'aller trop loin. Dans Le Grand Bazar, un livre écrit en 1975 par Daniel Cohn-Bendit, le futur député européen évoque même des attouchements avec des enfants de la garderie où il travaille. Daniel Cohn-Bendit avouera plus tard que ses écrits étaient de la pure provocation. C'est une erreur et nous regrettons profondément ce qui s'est passé, que l'on ait donné une tribune à ce genre de demandes et débats dans le passé. Et nous avons tiré les conclusions de tout cela aujourd'hui en engageant un scientifique indépendant qui va enquêter à ce sujet. L'expert politique devra déterminer combien de temps et de quelle manière la pédophilie a fait l'objet d'une propagande chez les écologistes, les Verts qui espèrent ainsi se débarrasser de leurs vieux démons. Tu vois, donc voilà comment est considéré Daniel Cohn-Bendit en Allemagne. Voilà pour les écolos allemands ce à quoi il a contribué, ce mec.
Et nous, en France, on le reçoit dans les médias avec le tapis rouge. Enfin, voilà, on ne va pas faire 3 heures là-dessus. Vous avez compris l'idée, je pense que c'est assez clair. Je suis, mais sur le cul, quoi. Ça fait plusieurs jours qu'on le voit dans les médias. Je suis sur le cul de la détente avec laquelle ce pauvre type se comporte et que personne, au grand personne, ne vient le contredire, ne vient rappeler ce genre de fait et rappeler qui il est, quoi. Donc, c'est aussi ça, notre société. C'est aussi ça, l'époque dans laquelle nous sommes. Et comment dire, je pense qu'il faut aussi accepter à un moment donné, enfin, mettre sur la table une carte qui est peut-être un peu facile, parce que moi je dis ça sur Twitch, puis en vérité tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout de mon point de vue, il n'y a pas d'enjeu. Même l'enjeu pour moi, à titre personnel, il n'est pas dingue. Je veux dire, tout le monde s'en branle de ce que j'ai à dire. On va pas s'inventer non plus comme ça un pouvoir que je n'ai pas pour déstabiliser je ne sais quelle société ou quoi. Tout le monde s'en fout. Mais je pense qu'à un moment donné, je l'ai dit pour les gens qui aiment bien CNews concernant Morandini, je pense qu'il y a une forme de complicité. À un moment donné, on peut dénoncer Morandini en aimant le travail de CNews. On peut dénoncer Morandini en appréciant ce qui est dit sur CNews, la manière de traiter les sujets et compagnie. Ça n'est pas opposé. Mais je pense que sur la scène politique, le silence vaut complicité au bout d'un moment. Donc les gens qui débattent avec Daniel Cohn-Bendit, je pense à Luc Ferry par exemple, sur LCI, décidément. Les gens qui permettent à ce genre de bonhomme d'être sur la scène politique et de salir la vision qu'ont les citoyens de la politique, évidemment, je pense qu'à un moment donné, ça s'appelle de la complicité. Donc, c'est en tout cas une complicité morale, de ne pas s'éloigner de ce genre de bonhomme et d'entretenir ça en disant, bon, bah, voilà. Jean-Marie Le Pen, on peut lui remettre son passé dans la gueule. Feu Jean-Marie Le Pen, on peut. Mélenchon, on peut lui remettre son passé dans la gueule. T'as des personnages, on peut, tu vois. Sarkozy, tu peux, machin. On peut et on doit, évidemment, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a d'autres, tu peux pas. Et notamment sur les faits de pédocriminalité. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien les leçons de morale de partout. Que ce soit de cette gauche morale, tendance wokiste, on va dire, qui distribue les points de bonne morale, qui distribue les bons points, les points de moraline, comme disait Nietzsche. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Je veux bien les bons points de CNews qui nous expliquent que les vilains musulmans, que ce qui déstabilise la France, c'est la racaille et compagnie. Mais à un moment donné, ces leçons de morale, elles doivent aller au bout. Donc pointer du doigt les Arabes qui volent, c'est super, mais tolérer dans sa maison, en l'occurrence CNews, un pédocriminel, c'est pas super. Et c'est aussi la racaille. C'est aussi une forme de racaille, en fait. À gauche, c'est pareil. Dire le consentement, protéger les individus, mon corps, mon choix. Ouais, d'accord, mais en fait, arrêtez d'avoir des putains de pédos dans vos rangs, en fait. Après, on parlera. Donc, c'est aussi le problème de ce que Nietzsche nommait plutôt bien la moraline, et il définissait ça en disant la morale, c'est l'exigence envers soi, la moraline, c'est l'exigence envers les autres. Et aujourd'hui, notre société est pétrie de moraline, de gens qui, si tu les écoutes, ont les plus belles valeurs du monde, ont une hauteur morale qui ferait passer l'Everest pour un dos d'âne. Mais par contre, c'est toujours dirigé vers l'extérieur. Ça ne se regarde jamais le fiac, tu vois. Sur d'autres exemples, tu peux prendre Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, tu sais. Elles sont capables de te dire, lui, alors là, le consentement, Depardieu, machin, au poil de cul près, qui a agressé qui, ok. Par contre, sur l'affaire Bayou, faire un mea culpa sur une affaire qu'elles ont complètement instrumentalisée pour éloigner un opposant politique de leur propre parti, là, il n'y a plus personne. Donc on a, grâce à cette affaire, découvert que la femme était un connard comme les autres en politique et qu'elle pouvait faire le même genre de manipulation. Donc comme quoi, l'égalité dans la bassesse, ça c'est chouette. Mais tu vois, c'est exactement ça la moraline. C'est exactement ça. C'est cette exigence toujours tournée vers les autres. Et pour finir sur, tu vois, une petite réflexion de philo, comme quoi il y a tout dans le Juste Bistrot. Pour finir sur une petite réflexion de cet ordre-là, je vous invite vraiment, et je sais que c'est le cas déjà les amis, mais la communauté Juste Milieu, j'ai envie qu'on se distingue. Si on estime être voilà, une grande famille, comme ça, qu'on ait des points communs entre nous, qu'on se distingue avec ce rapport-là à la morale. Qu'on ne soit jamais, je vous en supplie, qu'on ne soit jamais dans la moraline. L'exigence qu'on attend des autres, il faut se l'appliquer à soi. C'est-à-dire,
Si on dit, je m'acharne un peu sur l'exemple parce que c'est dans l'actu et on parle de ça. Si on dit, voilà, admettons, je suis d'extrême droite, je soutiens Morandini, lapsus, je soutiens Le Pen, je soutiens Zemmour, j'adore CNews. Ok. La morale, c'est de dire Brigitte Macron, c'est un détournement de mineurs. Et moi, je lutte contre la pédocriminalité, je m'oppose à ça. Donc, Brigitte Macron, il faut la dénoncer. Tout comme je dénonce Morandini, et c'est un scandale, alors que j'aime CNews, que je soutiens les idées qu'ils défendent, c'est un scandale que Morandini soit à l'antenne, parce que je veux être rigoureux moralement, je me dois de mettre tout ça sur le même plan. Pour moi, ça, c'est la morale. Et là, on est dans une forme de hauteur de vue qui est salutaire. La moraline, ce serait de dire Brigitte Macron, pédocriminel, scandale. Morandini, si on s'en prend à lui, c'est qu'on veut faire taire l'extrême droite. Ça, pour moi, c'est la moraline. C'est une morale qui s'arrête à votre porte. C'est une morale, une forme de morale dans laquelle on s'interdit de se regarder soi-même. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux. En tout cas, ça n'est pas digne de respect intellectuel. Et c'est ce contre quoi j'essaie de me battre avec Juste Milieu. J'aimerais vraiment, les amis, qu'on soit dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on ait à chaque fois la rigueur de dire « je dénonce ça, mais est-ce que ce que je dénonce, je me l'applique à moi ? Est-ce que je suis cohérent dans toutes mes positions ?» Et à la limite, de ne pas être cohérent, ça peut arriver. Et ça m'arrive sans aucun problème dans plein de trucs, donc il n'y a pas de souci. Mais au moins de reconnaître le manque de cohérence par endroit. Tu vois, c'est ce que, par exemple, j'essaie de faire quand je parle des Gilets jaunes, quand je parle de l'économie qu'a détruite, enfin l'économie française qui a été détruite par Emmanuel Macron. J'essaie de me regarder le nombril, et je vous ai dit plusieurs fois, et ça en témoigne des extraits de Juste Bistrot, je vous ai dit, je parle de quelque chose qui ne me concerne pas. Parce que je gagne très bien ma vie. Je gagne beaucoup d'argent grâce à Juste Milieu, grâce à YouTube, grâce à tout ça. Donc je parle de choses qui ne me concernent pas. Tu vois, j'essaie de ne pas être dans la moraline, de dire « ouais, il faut aider les gilets jaunes et les agriculteurs et machin », et puis je m'arrête là. Alors que je sais très bien qu'au fond, je ne suis pas concerné et que je ne vis pas les problèmes que vivent ces gens-là. Donc être dans la morale, le comportement dans lequel j'essaie d'être, c'est de vous dire « voilà où s'arrête mon raisonnement ». Je suis obligé d'être transparent avec vous et de vous dire je prends ces positions-là, mais attention, je ne les vis pas. Je suis dans une position plus confortable qui me permet de ne pas être conscient véritablement des problèmes que je dénonce. Sur le Covid, c'était pareil. Je vous avais dit sur le Covid, je faisais plein de vidéos, machin et tout, c'est pas bien le Covid et tout. Mais je vis en Suisse. À l'époque du Covid, je vivais en Suisse et j'y vis toujours. Donc, il n'y avait pas de confinement strict en Suisse. Je pouvais aller dans la forêt le week-end. Donc je dénonçais des problèmes en France que je ne vivais pas dans ma chair, si j'ose dire. Il y en a de la chair, ça je peux te rassurer. Donc pour moi c'est la morale. C'est pas parfait, je suis pas du tout en train de vous dire que je suis un modèle de vertu, j'ai été un connard sur plein de sujets, je peux être une ordure sur plein de sujets, il n'y a aucun problème. Mais j'essaie juste de vous dire que j'essaie de me comporter dans cette voie-là. J'essaie de me comporter en morale, si j'ose dire. J'essaie de me comporter là-dessus. Et c'est vraiment, s'il y a un message... sans me prendre pour Père Castor et vous faire des leçons de vie. Je suis une pompe à vélo, j'ai 30 ans, donc c'est pas moi qui vais apprendre la vie à la plupart d'entre vous qui ont plus de 30 ans, qu'on soit d'accord. Mais juste, ce que j'aimerais faire passer à travers Juste Milieu, c'est aussi ça. C'est la capacité à se regarder le nombril et reconnaître les limites de nos raisonnements. Quand on n'est pas cohérent, quand on n'est pas juste, quand on est dans la moraline plus que dans la morale. C'est vraiment un truc qui est important, qui me semble important en tout cas, qui est dans l'ADN de Juste Milieu et que je vous invite à suivre, vraiment, que je vous invite à suivre, d'essayer toujours de réfléchir comme ça. Quand vous dénoncez un truc, de dire est-ce que vous le dénoncez de la même manière en tout temps ? C'est une forme de cohérence, hein, en vrai, et de bon sens, hein, c'est pas le truc de fou. Hein. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup. Dans le travail de Juste Milieu, ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide aussi, tu vois, à pas être dans l'exagération pour faire plaisir, tu sais. Dans la position, dans le sens du vent, toujours pour vous faire plaisir à l'audience et dire ah ouais, bon, faut dénoncer les gilets jaunes, ah ouais, les gilets jaunes, faut défendre Le Pen, ah ouais, Le Pen, faut défendre Mélenchon, ah ouais, Mélenchon. Tu sais, tu prends pas de risque, mais en fait, quand tu te regardes, t'as juste été une satanée girouette, quoi. Et je veux pas être ça. Donc c'est le travail de Juste Milieu. C'est pour ça que par moments, je prends des positions qui vont à l'encontre de ce que pense la majeure partie de la communauté Juste Milieu, et ça me plaît bien. Parce que c'est l'incarnation, j'espère, l'incarnation pratique de ce que je vous dis là. Donc, je vais finir là-dessus, les copains, un peu l'homélie du père Rémi, si j'ose dire. Si j'ose dire, les amis. Je vais finir là-dessus. Petite pause, parce que vous le savez,
19h, rendez-vous sur la chaîne du Cercle Aristote, évidemment, avec l'ami Pierre-Yves Rougeron. On va se fendre la gueule aujourd'hui, on va vraiment ricaner. C'est tout le but de la manœuvre. Donc j'ai hâte. Et en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Eh ben la farce tranquille. Ah, tu l'avais pas venir, celle-là. La farce tranquille qui vient de sortir, les copains. L'épisode de ce soir, si vous avez peur d'être en manque de votre dose de Rémi, le lien de la farce tranquille qui est sorti à 18h, c'est dans le chat. Et enfin, dernier appel, je finis là-dessus, vous êtes encore nombreux. Dernier appel, les amis. Demain, dans 24 heures, un tout petit peu plus, le spectacle Zinzin se tiendra à Lyon, les copains. J'ai hâte, mais j'ai hâte d'y être. Ça va être une date de fou. Ça va être du bonheur. Ça va être génial de vous rencontrer, de faire la fête ensemble. 20h30 au Théâtre à l'Ouest de Dessines. Il reste quelques petites places. Ça va être magnifique. Quasiment 400. On va être quasiment 400. Ça va être une ambiance de fou. Les copains, on va se régaler. J'ai hâte. Je compte sur vous. Les amis, et puis je vous dis donc merci à vous déjà pour tout, bonne farce tranquille, et puis rendez-vous à 19h sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote, on va se fendre la gueule. À tout à l'heure, je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France.